Le 1er juin 1939, une cérémonie commémorative s'est tenue à l'Université politique et militaire de la résistance du peuple chinois à l'agression japonaise pour célébrer son 3e anniversaire. La ville de Yan'an était entièrement pavoisée de drapeaux. Au son des clairons et au grondement des pétards, Mao Zedong, dirigeant principal de la révolution chinoise, a assisté à la célébration et prononcé un discours. Sur la grande place, les étudiants de l'université étaient alignés pour la revue. Ces images ont été filmées par Roman Karmen, cinéaste, documentariste et reporter de guerre soviétique. Alors que Roman Karmen traversait la rivière Yangtze, à quoi ressemblait la guerre de résistance contre l'agression japonaise dans son objectif et pourquoi est-il venu à Yan'an? Avec ces questions, nous nous sommes envolés pour Moscou à la recherche de réponses. À Moscou, nous avons rencontré Maxime Karmen, petit-fils de Roman Karmen. Aujourd'hui, Maxime est venu déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de son grand-père. Вся наша семья – это семья кинематографистов. 4 поколения, да. Дед уехал в Китай на целый год. Вообще это беспрецедентно, конечно. Roman Karmen a commencé à publier des photos dans des magazines à l'âge de 17 ans. Il a couvert des événements majeurs, dont les funérailles de Lénine. En 1936, lorsque la guerre civile espagnole a éclaté avec l'approbation de Staline, Roman Karmen a été envoyé sur le front espagnol. Il a réalisé un grand nombre d'excellents reportages de guerre et a été récompensé par l'Ordre de l'Étoile Rouge pour son travail extraordinaire. Selon Maxime Karmen, à l'époque, envoyer un reporter de guerre en Chine était une affaire importante. Avec l'aide de la compagnie d'État pan-russe de télévision et de radiodiffusion, nous avons obtenu une copie du procès verbal de la réunion du Politburo du Parti communiste, bolchevique, de l'Union soviétique du 3 août 1938. La décision numéro 55 était d'envoyer Roman Karmen en Chine. Я хочу сказать, что эта поездка в Китай, он был совершенно молодым человеком, очень молодым человеком. Ему было 32 года. Сталин ее подписывал. Просто так в то время никого не пошлют. И это было согласовано наверху. Le 18 septembre 1931, l'armée japonaise du Guandong a provoqué l'incident de Liuqiaohu, lançant une guerre d'agression longtemps préméditée contre la Chine. La Seconde Guerre mondiale, la guerre la plus tragique de l'histoire de l'humanité, a commencé sur le théâtre principal de l'Orient. L'armée japonaise a successivement occupé Shenyang, Changchun, Tsitsiha, Jinju et d'autres villes. En février 1932, elle a occupé Harbin, marquant l'occupation de toute la région du nord-est de la Chine par les envahisseurs japonais. Partout où ils passaient, les soldats japonais brûlaient, pillaient et massacraient. Un grand nombre de personnes ont été forcées de se déplacer. Début 1932, le Japon a également provoqué l'incident du 28 janvier, lançant une attaque surprise contre le district de Jabei à Shanghai. En 1933, le Japon a intensifié son empiètement sur la Chine du Nord et la défense de la Grande Muraille a éclaté. En 1936, le Japon et l'Allemagne nazie ont signé le pacte anti-Comintern. Les pays fascistes de l'Orient et de l'Occident se sont liés, formant initialement l'axe des puissances fascistes. Le 7 juillet 1937, l'armée japonaise a déclenché l'incident du pont Lugao, aussi connu sous le nom de l'incident du pont Marco Polo. L'armée chinoise a résisté vaillamment, marquant le début de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. Les forces militaristes japonaises se sont développées rapidement en Orient, devenant le premier foyer de la Seconde Guerre mondiale.
对于世界反法西战争来说，我们中国就独自扛起了第一面世界反法西战争的旗帜。世界反法西战争现在很多国家的学者们呢，他认可，就是说我们中国是世界反法西战争的一个开端，或者换句话说是第二次大战的起点。L'agression de l'armée japonaise a suscité une vive inquiétude de l'Union soviétique. En août 1937, l'URSS et le gouvernement chinois ont signé le traité de non-agression entre la Chine et l'URSS. L'URSS a ensuite accordé à la Chine une aide militaire secrète substantielle. L'Union soviétique est ainsi devenue le premier pays à soutenir la résistance chinoise contre l'agression japonaise. Elle a également rassemblé des pilotes volontaires expérimentés pour former une escadrille aérienne, venue clandestinement combattre aux côtés de la Chine. Pourtant, est-ce que l'armée, dirigée par le Parti communiste chinois, pourrait vaincre les envahisseurs japonais? Est-ce que le peuple chinois remporterait la victoire finale? Ces questions préoccupaient les dirigeants soviétiques. Roman Karmen, en tant que reporter de guerre jeune mais expérimenté, était la personne idéale pour accomplir une mission spéciale en Chine. Потому что у него был уже огромный опыт. Поэтому я думаю, что выбора как такового там даже не было. Сразу было решено, что это будет Кармен. En mai 1939, Roman Karmen est arrivé à Yan'an comme le premier journaliste soviétique à entrer dans la région du Shanxi Gansu Ningxia. À l'époque, Mao Zedong vivait dans une maison-grotte à flanc de colline à Yangjialing. C'est dans cette cour qu'il a reçu Roman Karmen. Cette cour paisible comptait 3 maisons-grottes orientées au sud, adossées à la montagne. Sa chambre se trouvait à gauche, son bureau au centre et les logements du personnel à droite. L'ancienne demeure a été rénovée, mais son aménagement reste très simple, tel qu'à l'époque. Roman Karmen filmait avec sa caméra tout en envoyant ses reportages de guerre à Moscou, publiés dans les Izvestia. Nous avons retrouvé dans les archives du journal toutes les dépêches que Roman Karmen avait envoyées de Yan'an. Ces articles correspondent parfaitement aux images qu'il a filmées. «8 июля 1939 года «Известия» публикует репортаж о Мао Цзэдуна, в котором спецкор Роман Кармен рассказывает о встрече с Мао Цзэдуном. Давайте почитаем, что пишет Роман Лазаревич. Мао с приветливой улыбкой поднимается на встрече из-за письменного стола. Вот он в этой землянке живет, работает, мыслит. Письменный стол, кровать, сколоченные из грубых досок полки с книгами и соломенное кресло, на котором он любит, утомившись, откинуться с закрытыми глазами. À l'époque, tous les dirigeants du comité central du PCC et les institutions centrales étaient concentrés à Yangjialing. Liu Shaoqi et Zhu De vivaient respectivement dans des cours à l'est et à l'ouest. À moins de 100 mètres au sud-ouest de la cour du président Mao se trouvait la maison-grotte de Zhou Enlai, en face du bureau général du comité central du PCC. À l'ouest des maisons-grottes des dirigeants, les bureaux-grottes du département des affaires confidentielles, du département de la communication, du département de l'organisation et du comité du travail de jeunesse s'alignaient de manière ordonnée. Juste en face de la cour, de l'autre côté d'un petit bois, se trouvait un petit potager près de la route, où le président Mao cultivait ses légumes. Pendant son séjour en Chine, Roman Karmen a eu plusieurs interprètes, dont Xiao San, de son vrai nom Xiao Zhang. 我父亲萧三算是老革命了，他在苏联期间是比较有名，算是著名的革命诗人。 Liang Xiao, le fils de Xiao San, a entendu à plusieurs reprises son père évoquer ses souvenirs avec Roman Karmen à Yan'an.
卡尔曼算是一个很有名的摄影师，他和父亲见面的时候介绍，他非常吃惊。他说：“原来你在这儿呢，我还以为你在苏联呢。”而且都很高兴互相认识，而且都热烈拥抱。他在延安的解放前20天都是我父亲一直陪着他，给他当翻译。Dans la nuit du 25 mai 1939, Xiao San a accompagné Roman Carmen à Yangjialing pour rendre visite au président Mao. Leur conversation a commencé à 21h et s'est poursuivie jusqu'à minuit. Xiao San a assuré l'interprétation tout au long de la soirée. 我父亲讲，主席非常热情接待他了，而且谈话时间很长。卡尔曼对毛主席这种知识特别渊博，非常折服。回国以后啊，他就写了一本书，叫做《再画一年》。在那里头，他就特别提到，会对毛主席给他留下非常深的难忘的那种印象。Xiao San, qui assurait l'interprétation de notre conversation, s'efforçait de restituer avec précision les propos de Mao Zedong, qui citait souvent des proverbes populaires chinois et s'exprimait de façon très concise et percutante. Au cours de l'entretien, Mao Zedong a expliqué en détail à Roman Carmen pourquoi la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise serait une guerre de longue durée. Et il a aussi répondu à des questions concernant le développement de la guerre de libération nationale et du Front uni national. 毛主席给他详细讲了当天的形势，就是整个这个战争的未来发展，以最后给他做了非常详细、非常精辟的分析。还有他们谈了苏联，卡尔曼觉得很吃惊，毛主席对苏联的情况很熟悉。毛主席给他开玩笑，他说：“如果德国飞机现在飞到莫斯科上空，你们怎么办？”后来也算他说着了，2年后德国还真是进攻了俄罗斯。Dans leur conversation, Roman Carmen a évoqué la longue marche de l'armée rouge. À ce moment, Mao Zedong était plein de verve et il a proposé d'offrir à Roman Carmen un poème qu'il avait écrit en souvenir. Mao Zedong s'approcha de la table, prit une feuille de papier, trempa son pinceau dans l'encre de Chine et écrivit, d'un style calligraphique puissant et énergique, ce poème concis et profond. Il est devenu plus tard très célèbre. Ce poème était la longue marche de Mao Zedong. Я хорошо помню в кабинете у Кармена, значит, за его рабочим столом на книжных полках были 2 очень дорогих ему предмета, которые он привез из своих командировок. Это во время Великой Отечественной войны, это была табличка, значит, вся пробитая пулями из Берлина, название улицы Унтер-ден-Линден. И второе, это был портрет Мао Цзэдуна, который подарил ему при встрече во время его пребывания в Китае с дарственной надписью и стихами, которые он написал. Вот эти 2 вещи, они были безумно дороги ему. 正好第2天呢，是康大3队邀请那个毛主席去讲一个关于军事战略战术的一个编制法的一个报告。父亲就把卡尔曼带过去，卡尔曼就把这场景都拍下来了。Mao Zedong parlait sur un ton posé, sans aucune affectation. Il regardait son auditoire, désormais silencieux, avec bienveillance, et son regard chaleureux ne le quittait jamais. Roman Carmen a constaté que Mao Zedong, même en abordant les sujets les plus sérieux, savait plaisanter pour faire rire son auditoire. À ces moments, Mao, gagné lui aussi par la gaieté, riait jovialement avec eux. Roman Carmen a ainsi pu immortaliser cette scène avec sa caméra. De plus, Roman Carmen a également enregistré les liens étroits entre Mao Zedong et les masses populaires. Une fois, dans les montagnes, nous tombâmes par hasard sur quelques agriculteurs qui rentraient des champs. Ils s'arrêtèrent et puis ils saluèrent Mao Zedong comme ils l'auraient fait avec un ami.
Mao Zedong se tint debout, les jambes écartées, les mains sur les hanches, interrogeait les agriculteurs sur diverses choses, leur donnant des conseils. Il était si abordable, mais les agriculteurs n'affichaient aucune surprise. Ils discutèrent avec M. Mao de la terre, de l'eau, des semences. Ils prirent congé de lui avec la même simplicité qu'à leur arrivée, puis reprirent leur route avec leur bêche sur l'épaule. Aux archives d'État russes de littérature et d'art, nous avons retrouvé 3 carnets de voyage tenus par Roman Karmen lors de son séjour en Chine, ainsi que d'autres documents historiques. Мы рады вас приветствовать в Российском государственном архиве литературы и искусства, где хранится личный фонд Романа Лазаревича Кармена, известного советского кинооператора, который посетил Китай и деятельность которого связана с тем сюжетом, которым посвящен фильм. Расскажите, пожалуйста, что у вас в архиве есть? Архивный фонд Романа Кармена достаточно большой, там множество документов, связанных с различными его фильмами, различными проектами. Ну вот непосредственно к поездке в Китай относятся те документы, которые я сегодня подобрала. Конечно, наибольший интерес представляют дневниковые записи, это такие тетради, блокноты, вот это несколько единиц хранения. Это непосредственно тетрадки, купленные в Китае, с китайскими иероглифами. Они содержат записи китайских слов для того, чтобы можно было общаться. Да? Кармен пытался общаться на китайском языке с коллегами. Здесь есть, конечно, дневниковые записи, да, то есть впечатления от военных действий, которые Кармен наблюдал и так далее. Какие-то наброски сюжетов, да, для киносъемок. Ну вот, допустим, да, такой Магометане, речь старого ГМД, все равны. То есть, ну, то, что должно было впоследствии Мао Цзэдун. Да, то есть в основном здесь были какие-то записи о том, что он видел непосредственно сам, что происходит. Cette colonne traversant le feu de la guerre est composée d'étudiants de l'université politique et militaire de la résistance du peuple chinois à l'agression japonaise. Les origines de cette université remontent à l'université de l'armée rouge de la résistance du peuple chinois à l'agression japonaise née dans les maisons-grottes du nord du Shaanxi en 1936. Début 1937, pour s'adapter aux besoins du développement de la situation, l'université de l'armée rouge de la résistance du peuple chinois à l'agression japonaise a été renommée Université politique et militaire de la résistance du peuple chinois à l'agression japonaise, dont la devise est unité, dynamisme, sérieux et entrain, a laissé une empreinte profonde dans l'histoire. Pendant 10 années de guerre, de 1936 à 1946, née en pleine crise nationale, cette université a formé environ 100 000 cadres militaires et politiques sur le plateau de l'Eus. Cette génération, trempée par les épreuves du combat, est devenue l'épine dorsale de la République populaire de Chine. Sur ces jeunes visages pleins de vitalité, Roman Karmen a vu une Chine débordante d'ardeur juvénile. À travers son objectif, il a montré au monde que l'espoir de la victoire était à Yan'an. On peut hardiment appeler Yan'an une ville de jeunesse, une ville de jeunes résistants contre l'agression japonaise. Les jeunes affluaient ici de tout le pays. Ils étaient tous remplis du désir de consacrer leur force et leur créativité à la cause de la libération nationale. L'Académie des arts de Luxun Wuxiaoshan travaillait à l'époque, proposait des départements de littérature, de théâtre, de musique et de beaux-arts pendant la période de Yan'an, formant un grand nombre de talents pour la diffusion culturelle et artistique durant la guerre de résistance. 他就讲了，我们的诗可以代替刺刀，代替子弹，对这个文艺作品、文艺的作用，就等于当刺刀、当子弹来看待。像这个黄河大合唱，当时是印象非常深刻，一直传到重庆，这当时影响非常深的。 En 1939, le musicien chinois Xian Xinghai a composé la cantate du fleuve jaune à l'Académie des arts de Luxun à Yan'an. Dans les années difficiles de la guerre de résistance contre l'agression japonaise, cette cantate majestueuse exprimait la détermination et la conviction en la victoire de tous les Chinois
pour résister à l'agression étrangère et lutter résolument contre les envahisseurs japonais, rehaussant considérablement le moral de l'armée et du peuple chinois. Xian Xinghai, compositeur et violoniste chinois, fut diplômé du Conservatoire de Paris. Il chanta une ode au fleuve jaune dont il était lui-même le compositeur. Sa voix profonde résonnait dans le silence de la nuit. Tous ces gens étaient des maîtres renommés en peinture, musique, poésie, théâtre et littérature. Ils portaient maintenant des uniformes militaires humbles, des sandales de corde, mangeaient du millet et enseignèrent à leurs étudiants à vaincre les ennemis japonais avec des pinceaux, des plumes, de la poésie, des affiches et des chants de combat retentissants. Les souvenirs de la victoire ne sont pas effacés par le temps. Aujourd'hui, Yan'an est une ville prospère. Elle porte à la fois la solennité de son statut de haut lieu révolutionnaire sacré et ne cesse de dégager une vitalité dans la nouvelle ère. La pagode se dresse toujours majestueusement sur la montagne verdoyante, et au pied de la montagne, la circulation est intense. La rivière Yanhe, ondulante serpente comme un ruban qui embrasse doucement toute la ville. À la fin des années 1930, la région de Songhu, Wusong-Shanghai, était le centre économique, financier et commercial de la Chine et la porte d'entrée de Nanjing. Après l'incident du 28 janvier 1932, il n'y avait plus de troupes chinoises stationnées autour de Shanghai, ce qui a attisé les convoitises du Japon, qui a plus tard braqué ses canons sur ce cœur financier de l'Extrême-Orient. Японский империализм пытается захватить Китай. 7-часовая бомбардировка. 10 убитых. Захватчики бомбардируют Шанхай. Япония созывает военный совет. Японцы угрожают бомбардировкой всего Китая. D'août à novembre 1937, pendant 3 mois, l'armée chinoise, malgré son infériorité en armes, a lutté farouchement contre l'armée japonaise bien entraînée et dotée d'armes avancées, tuant ou blessant plus de 40 000 agresseurs japonais et brisant ainsi l'illusion japonaise d'une victoire éclair. L'occupation de Shanghai a encore enhardi l'armée japonaise. Le 13 décembre 1937, la ville de Nanjing est tombée. Les agresseurs japonais ont perpétré le massacre de Nanjing qui a stupéfié le monde. En raison de ce désastre, Nanjing, ancienne capitale prospère des 6 dynasties, s'est transformée en un enfer couvert de cadavres. La barbarie sans précédent de l'armée japonaise n'est pas parvenue à briser la volonté de résistance de l'armée et du peuple chinois. Fin octobre 1938, la ville de Wuhan est tombée. À travers l'objectif de Roman Carmen, on constate que l'armée chinoise, avec un moral élevé, défendait chaque parcelle du territoire. Exaspérée par cette résistance tenace, l'armée japonaise furieuse a procédé à des bombardements indiscriminés sur les zones civiles de Wuhan, infligeant de lourdes pertes à la population de Wuhan. Des deux côtés du fleuve Yangtze, les flammes illuminèrent le ciel. L'air était empli d'une odeur de brûlé. Des centaines de maisons dans la ville furent détruites. À chaque pas, on pouvait voir des cadavres et des membres dispersés. Des femmes sanglotaient en serrant dans leurs bras leurs enfants tués par les bombes. Sur le quai de Hankou, Roman Carmen a rencontré Zhou Enlai. Selon les souvenirs de Roman Carmen, après avoir vécu de nombreuses nuits blanches, Zhou Enlai semblait épuisé. Mais sur son visage émacié scintillaient de grands yeux pleins de sagesse. Il a demandé une réaffectation des forces pour transférer les unités encore combatives vers de nouveaux champs de bataille. Après la chute de Wuhan, Roman Carmen a suivi l'armée chinoise dans les montagnes. Un jour à l'aube, il a filmé un combat intense. L'armée japonaise a lancé une attaque surprise et l'armée chinoise a répondu avec des mitrailleuses et des fusils. Sur les positions,
Le tonnerre des canons retentissait et la fumée de la poudre emplissait l'air. L'instant figé par la caméra est un fidèle reflet de la résistance ardue et acharnée du peuple chinois. 遭遇到武汉会战，他要想在短时间内灭亡中国的这个迷梦就破灭了。闪击战变成了一个旷日持久的侵华战争，这就让日本从战略上陷入了被动之中。所以说，以武汉失守为标志呢，中国的抗日战争进入了一个战略相持阶段，这成了一个我们抗日战争的一次了不起的转折。 En novembre 1938, Roman Carmen s'est rendu dans le Hunan après un long périple. Là, il a enregistré les crimes de guerre de l'armée japonaise. L'armée japonaise en violation du protocole de Genève 1925, condamnant l'utilisation d'armes chimiques et biologiques à utiliser ouvertement des armes chimiques. Посмотрите, в пятницу 4 ноября 1938 года «Известия» на первой полосе публикует очень важный материал от Романа Лазаревича. Приказ номер 38, так он называется. В частности, приказ генерала Мацуура. Это командир 106-й дивизии японской императорской армии в Центральном Китае. Эти документы свидетельствуют о том, что против китайских войск применяются запрещенные газы. Les nouvelles concernant la guerre chimique menée en Chine ont été divulguées très lentement dans les médias du monde entier. Les autorités militaires japonaises ont catégoriquement nié ces informations. Ils pouvaient nier tout cela à volonté, mais il était impossible de nier les ordres militaires, noir sur blanc, estampillés et portant la signature manuscrite du général Junroku Matsura, commandant de la 106e division. 在抗日战争时期，我们知道以日本的731部队为代表。 他们进行了细菌战和化学战的试验，并且在中国的战场上违反国际法，向我们敌后战场包括正面战场发起了毒气弹、化学战。 Pendant la guerre, l'armée japonaise a utilisé des armes chimiques à plus de 2000 reprises sur le territoire chinois, touchant 19 provinces et municipalités et causant plus de 100 000 victimes civiles et militaires chinoises. 战后呢，他们在撤走的时候呢，把这些毒气弹化学武器匆匆的掩埋，掩埋完了之后，他也不告诉我们的地点。这样战后之后，我们在建设的过程中，包括各地修房子做一些工程的过程中就不断的发现了这些细菌弹和化学弹。战后这些毒气弹和化学弹继续的破坏着我们和平居民的健康。 En passant par le mont Hengshan, Roman Carmen a croisé des dizaines de milliers de réfugiés entassés sur les routes, fuyant les combats. L'armée japonaise bombardait fréquemment et de manière organisée les villes et les villages chinois et mettait le feu sur son passage, causant de graves destructions. Le 8 novembre, un bon nombre de bombardiers apparurent soudainement. En seulement 30 minutes, cette petite ville bruyante et animée, avec ses rues étroites bordées de centaines de petites boutiques, toujours pleine de monde, n'était plus qu'un champ de ruines. Les survivants s'enfuirent dans les montagnes. Sur la route menant vers les montagnes, Roman Carmen a vu des soldats chinois escortant 16 prisonniers japonais capturés lors d'un combat dans le Hunan. Им внушено, что в плену китайцев их ждет суровая расправа, пытки. Китайские бойцы не воюют с безоружными. Lorsque Roman Carmen est arrivé dans la région frontalière du Shaanxi Gansu Ningxia, la Chine se trouvait à un moment crucial de la guerre. Sous la direction du PCC, la 8e armée de route et la nouvelle 4e armée avançaient en profondeur derrière les lignes ennemies. Les forces armées locales et les milices, profitant du terrain montagneux, menant des contre-attaques féroces contre les campagnes de ratissage japonaises. Enracinées des plaines du nord aux montagnes du sud, en passant par les régions du sud du fleuve Yangtze,
des bases de résistance se sont développées derrière les lignes ennemies. L'armée japonaise a été contrainte d'arrêter son offensive stratégique sur le front et de rappeler ses forces principales dans les zones occupées pour concentrer ses efforts contre les forces armées de résistance à l'arrière. Dans le nord-est du pays, la guerre de guérilla entrait également dans une phase extrêmement difficile. Mais sous la direction du PCC, les forces unies de la résistance du nord-est à l'agression japonaise étaient déterminées à combattre l'envahisseur japonais jusqu'à la dernière goutte de leur sang. La guerre de guérilla menée par elle était remarquable dans l'histoire militaire mondiale par les conditions de vie extrêmement dures, la cruauté des combats et la durée exceptionnelle.在中国共产党的领导下呢，我们是坚持以国共合作为基础的全民族抗日统一战线，维护了统一战线。我们在敌后加大了抗日根据地的建设，然后有成千上万个我们敌后的反扫荡作战和游击战，打得轰轰烈烈，就让那个战局呢继续的朝我们中国抗战有利的方向在发展。En juillet 1939, Roman Carmen s'est rendu dans la base d'appui de la 8e armée de route dans le sud-ouest du Shanxi. Sur la route menant au quartier général de cette armée, Roman Carmen a vécu personnellement un combat intense entre celle-ci et l'armée japonaise. Японцы бросаются за прикрытие у дороги. Ясно виден их флаг, кровавое солнце на белом фоне. В атаку! Lors des combats, la 8e armée de route a capturé de grandes quantités d'armes, de munitions et d'équipements militaires japonais, renforçant considérablement sa propre puissance de combat. Un vaste mouvement de production a été lancé dans les bases d'appui de résistance contre l'agression japonaise à l'arrière de l'ennemi. Crucial pour leur survie, il a permis l'autosuffisance et a forgé une base solide pour une résistance prolongée malgré l'encerclement ennemi. Face à de graves pénuries matérielles, la région du Shanxi Gansu Ningxia a mis en œuvre des politiques de réduction des fermages et des taux d'intérêt. Puis, à partir de fin 1941, la politique de réduction des effectifs militaires et simplification de l'administration a été mise en place. L'agriculture, l'industrie et le commerce se sont rapidement développés dans les bases de résistance, jetant les bases matérielles de la victoire contre l'agression japonaise. Les machines-outils dans les images étaient toutes transportées sur des milliers de kilomètres jusqu'à Chongqing, puis Shanghai, Wuhan et d'autres régions pendant la guerre. En dépit des bombardements japonais, Roman Carmen est allé filmer dans plusieurs usines près de Chongqing. Il a exprimé son admiration pour les techniciens et les ouvriers pour leur capacité d'invention, leur esprit d'entreprise et leur créativité. En 7 mois, c'était la première fois que je visitais une usine chinoise, la première fois que je vis des ouvriers chinois de l'industrie travaillant pour la défense nationale. Chez ces hommes, que ce soit dans leur regard ou leur apparence, émanait quelque chose de nouveau, un sentiment de dignité. Et cette dignité provenait d'une compréhension profonde de la valeur de son propre travail. Le travail pourrait être pénible, mais il était nécessaire pour sa patrie. « 抗日战争全面爆发后，中国钢铁工业基础遭受了重大打击。为了保存中国工业实力，支援抗战，钢铁工业从上海、武汉等地西迁到了重庆。
在抗战形势最为危急的紧要关头，在国家生死存亡之际，他们以钢铁般的意志和巨大的牺牲，书写了抗战传奇。En septembre 1939, Roman Carmen a terminé sa mission de tournage et quitté la Chine. À ce moment-là, le feu de la guerre faisait encore rage sur le territoire chinois. Avec sa caméra, Roman Carmen a dépeint un tableau vivant du peuple chinois inflexible et héroïque, soulevé d'une indignation commune contre l'ennemi dans sa résistance aux agresseurs japonais. En août 1940, le feu de guerre s'étendait au nord de la Chine. La 8e armée de route a lancé la bataille des 100 régiments contre l'armée japonaise. Cette offensive a mené à plus de 1800 batailles, infligeant plus de 33 000 pertes aux forces japonaises. Comme un coup de tonnerre, elle a durement frappé l'armée d'invasion japonaise. Cette victoire a non seulement remonté le moral des troupes chinoises, mais a aussi renforcé le prestige international de la 8e armée de route. Les armées et les populations des bases d'appui ont successivement mis en échec les campagnes japonaises de ratissage, de nettoyage et d'empiètement, ainsi que les guerres de maintien de l'ordre. La guerre totale et la politique consistant à tout brûler, tout tuer, tout piller des envahisseurs japonais ont toutes échoué. La puissance militaire, politique et économique des bases d'appui à l'arrière de l'ennemi s'est globalement renforcée. Trempées dans les épreuves de guerre, les armées et les populations contre l'agression japonaise sous la direction du PCC ont progressivement pris l'initiative de la guerre de résistance sur le vaste théâtre de l'arrière de l'ennemi. À partir de fin 1944, les forces armées contre l'agression japonaise ont lancé une contre-offensive d'une ampleur sans précédent, reprenant de vastes territoires et libérant des millions de compatriotes. Des organes du pouvoir démocratique contre l'agression japonaise et des forces armées locales au niveau des districts ont été établis dans les zones libérées. Au printemps 1945, l'aube de la victoire dans la guerre mondiale antifasciste avait déjà percé l'obscurité. À ce moment crucial pour le destin de l'humanité, le 23 avril, le 7e congrès du Parti communiste chinois s'est ouvert solennellement à Yan'an. Ce congrès historique, caractérisé par deux mots clés, à savoir solidarité et victoire, a jeté les bases idéologiques et politiques décisives pour la grande contre-offensive contre l'agression japonaise à venir. Le 26 juillet 1945, la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni ont publié la déclaration de Potsdam, ordonnant au Japon fasciste de se rendre sans condition. Le 8 août, l'Union soviétique a officiellement rejoint la déclaration et déclaré la guerre au Japon. L'avancée de l'armée rouge soviétique dans le nord-est de la Chine a porté un coup écrasant au militarisme japonais, alors au bout de son rouleau. La victoire dans la guerre mondiale antifasciste était de plus en plus proche. Conformément aux ordres du quartier général de Yan'an, les régions libérées de Chine ont lancé une contre-offensive générale contre les troupes japonaises et fantoches depuis le nord, le centre, le sud et le nord-est de la Chine, anéantissant plus de 390 000 ennemis. Cette victoire majeure a apporté une contribution décisive à l'ensevelissement de l'impérialisme japonais. À ce moment-là, Roman Carmen, alors en Europe, venait juste de témoigner de la victoire sur le théâtre européen de la guerre mondiale antifasciste. À l'époque, après son retour en Union soviétique, Roman Carmen a produit 3 documentaires basés sur les images tournées en Chine. Dans ces films, il a exprimé avec fermeté sa conviction en la victoire certaine du peuple chinois. Единый Китай победит! Le 15 août 1945 à midi, l'empereur japonais Hirohito s'est adressé à tout le Japon par radio pour annoncer la capitulation sans condition devant les alliés de la coalition mondiale antifasciste. Le 2 septembre 1945, un représentant japonais a officiellement signé l'acte de capitulation.
Après 14 années d'une guerre de résistance ardue et héroïque, le théâtre principal oriental de la guerre mondiale antifasciste a accueilli la Renaissance à travers le feu, et la Seconde Guerre mondiale a été ainsi déclarée terminée. И история повернулась так, как она должна была повернуться. Поэтому значение вот этой победы, оно неоспоримо великое значение, поскольку по-другому, видимо, Китай бы не стал той страной, которой он стал без этой победы. Поэтому это очень важно было. 这场战争的胜利，在中华民族复兴的历程上具有重要的里程碑的意义。从中国共产党领导的抗日战争的胜利对世界的影响来讲，中国的胜利，它推动了联合国的建立。中国是联合国的重要缔造的战后秩序的这个形成，可以说维护了二战以后几十年世界的和平与发展。在这个问题上面，我们中国人的贡献是不可磨灭的。 Le peuple chinois a été le premier à brandir l'étendard antifasciste et à s'engager dans le théâtre de la guerre mondiale antifasciste en Asie. Malgré d'innombrables difficultés intérieures et extérieures, la Chine a résisté à l'agression fasciste japonaise pendant 14 années. La Chine était le principal théâtre en Orient. Selon des statistiques disponibles, la guerre a fait plus de 35 millions de victimes militaires et civiles chinoises, dont plus de 3,8 millions de militaires. Au cours de la guerre, le peuple chinois a anéanti plus de 1 500 000 soldats japonais, soit plus de 70% des pertes japonaises totales durant la Seconde Guerre mondiale. Lors de la capitulation du Japon, 1,28 million de soldats japonais ont déposé les armes devant la Chine. Le rôle joué par la Chine dans la victoire de la guerre mondiale antifasciste a donc été vital. 中国人民的抗日战争，首先呢是开辟了世界反法西斯战争它的东方战场。中国人民抗日战争，它所激发起来的世界反法西斯战争这种精神的力量是不可低估的。 Le 1er octobre 1949, la République populaire de Chine a été proclamée, marquant le début d'une ère nouvelle de l'histoire de la Chine. Cet édifice blanc mêlant modernisme et style stalinien abrite le musée central d'État du cinéma de Russie. Добрый день. Здравствуйте. Прошу. Наш прекрасный мир кинематографа. Да, чудесный музей. Очень мало фотографий, его фотографий, их, по-моему, 2 или 3, где Кармен в Китае. Сам. Эти фотографии я впервые вижу. Впервые. Вот на обороте написано, что товарищ Мао Цзэдун беседует с крестьянами в окрестностях Яани. Фото Роман Кармена. Почерк его, могу точно сказать. Le musée conserve une immense collection. Bobines de films, affiches, photographies, costumes, matériel de prise de vue, objets personnels d'artistes célèbres, ainsi que le bureau que Roman Кармен utilisait de son vivant. А вы, кстати, помните этот стол?
Да, помню. Я не раз его трогал, не раз на него облокачивался. Да, стол моего деда. Он хорошо сохранился здесь у вас. Durant son séjour en Chine, Roman Carmen a saisi avec sa caméra les scènes de la résistance courageuse du peuple chinois et de l'armée chinoise contre l'agression japonaise. Il a écrit de manière prophétique des mots empreints d'une profonde affection. Мы, советские люди, умеем как никто понимать и чтить страдания народов, бьющихся за право на существование. Когда-нибудь в обновленной стране извлечет из архивов и эту киноленту «Победивший китайский народ».